Maintenant, commençons par la détermination des objectifs du programme d'audit. Alors, le client d'audit s'assure de la détermination des objectifs du programme d'audit permettant le pilotage de la planification et de la réalisation des audits et de la mise en œuvre de manière efficace de ce programme. Ça, c'est parmi les objectifs que nous devons mettre en place pour réaliser un programme d'audit. Le client d'audit s'assure de la cohérence avec l'orientation stratégique, la politique et les objectifs du système de management. Très bien. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un système de management, il y a une politique qui est définie par le top management, par la direction, en tenant compte de l'orientation stratégique et en tenant compte des enjeux externes et internes, en tenant compte des risques, des opportunités, pour établir une politique et que les objectifs doivent être en cohérence avec la politique, mais l'élément qui va permettre d'évaluer ces objectifs, l'atteinte de ces objectifs, évaluer par rapport à la politique, c'est le meilleur outil qui existe au niveau du management, c'est l'audit interne. Alors, lorsque vous menez une mission d'audit interne, il faut que l'objectif de votre audit doit vous permettre d'atteindre votre objectif global du système de management en liaison avec la politique et en répondant aux axes de la politique. Et ça, c'est un élément essentiel parce qu'il permet d'assurer la cohérence entre les composantes du système de management. Les objectifs peuvent prendre en compte les besoins et les attentes des parties intéressées pertinentes, aussi bien externes qu'internes. Effectivement, par exemple, vous avez dans le système de management une perte du chiffre d'affaires ou bien une perte des parts de marché. Vous avez beaucoup de réclamations clients. Alors, automatiquement, vous allez vous concentrer et vous orienter vers des audits qui vont vous permettre d'analyser, d'évaluer la conformité de ce que vous avez planifié dans votre système de management pour maîtriser un petit peu tout ce qui est relatif aux réclamations clients. Ça, c'est une partie des objectifs. Vous avez par exemple dans votre système de management des réclamations des parties intéressées pertinentes qui sont le personnel en matière de santé et sécurité du travail. Alors, vous allez dans vos audits voir un petit peu là où ça peut générer des risques pour la santé et sécurité des travailleurs. Alors là, il faut définir l'objectif et le lier, par exemple, aux besoins et attentes des parties intéressées. Par exemple, vous avez des non-conformités réglementaires qui ont été constatées par la commune. Et vous allez dire que parmi les objectifs, c'est d'assurer la conformité par rapport à la partie légale et réglementaire, et vous allez vous orienter vers des audits qui sont beaucoup plus orientés vers la conformité légale et réglementaire. Les objectifs peuvent prendre en considération aussi les caractéristiques et les exigences des processus, produits, services et projets, ainsi que toute modification de ces derniers. Effectivement, lorsque je vais mettre en place un programme d'audit, parmi les objectifs, je vais voir le fonctionnement des processus. Est-ce que les caractéristiques et les exemples des processus sont respectés? Je peux prendre comme objectif la conformité du produit. Est-ce qu'effectivement, le produit, c'est-à-dire les audits que je vais mener, ils vont être concentrés vers le produit pour assurer la conformité du produit en fin de compte. C'est-à-dire l'ensemble des étapes de fabrication, l'ensemble des étapes de contrôle, les compétences qui sont mises en œuvre, les infrastructures pour assurer en fin de compte le produit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plusieurs audits sur différentes parties de mon processus, mon chaîne de production, mais tous les processus, ils convergent vers un seul objectif qui est la conformité produit. Je ne vais pas parler de l'efficacité, je ne vais pas parler de l'efficience, mais je vais parler uniquement de la conformité. Pourquoi? Parce que c'est un objectif dans mon programme d'audit. Et dans un programme d'audit, je ne peux pas avoir un seul objectif, mais je peux définir plusieurs objectifs en fonction de mes besoins et en fonction de mes orientations stratégiques. Je dois prendre en considération aussi les exigences relatives au système de management, c'est-à-dire toute la partie exigence, que ce soit l'exigence normative ou bien les exigences définies par l'organisme. Et lorsque je suis devant un système de management qui doit être certifié, alors là, il faut passer en revue l'ensemble des exigences.
pas uniquement dans un seul audit, mais que l'ensemble des audits couvre l'ensemble des exigences. Comme si vous avez une matrice et vous allez dire, je vais définir 10 audits pour mes processus. Alors, dans les 10 audits, je dois avoir couvert l'ensemble des exigences normatives et l'ensemble des exigences définies en interne par l'organisme. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir des exigences qui n'ont pas été évaluées pendant les audits. On prend en considération aussi la nécessité d'évaluer les prestataires externes. Ça aussi, c'est important. Par exemple, je suis dans un organisme qui, la plupart de ses activités, est faite par des prestataires externes. Alors, comment s'assurer que les prestataires externes font leurs activités ou bien les produits qui sont fournis par ces prestataires externes effectivement répondent à mes besoins? Alors là, je peux aussi mener un ensemble d'audits et je dois intégrer dans mon système. Le niveau de performance de l'audité, ça aussi important, il faut le prendre en considération. Et le niveau de maturité du système, tel que mesuré par les indicateurs de performance pertinents, l'apparition de non-conformité, d'incidents, de réclamations des parties intéressées. Effectivement, oui. Donc, vous avez un système de management et vous avez un système d'indicateurs de surveillance, que ce soit des indicateurs de résultats ou des indicateurs de pilotage, et vous allez dire que ce sont des éléments importants qui vont me permettre de mieux programmer mes audits. Si par exemple un processus qui présente beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de non-conformité, beaucoup de réclamations, donc je vais l'auditer fréquemment et je vais l'auditer en premier et je vais mettre en place les ressources nécessaires pour assurer les bons résultats. Il faut prendre en considération aussi les risques et opportunités identifiés pour l'auditer. Écoutez bien, en premier, les risques et opportunités pour le programme d'audit. Maintenant, c'est pour l'auditer. Quels sont les risques que je peux créer à mon audité? Il faut ça prendre en considération. Quelles sont les opportunités que je peux assurer, identifier par rapport à mon audité? Et ça, c'est aussi important. Et bien sûr, il faut prendre en considération aussi les résultats d'audits précédents. Très bien. Comment ça? Alors, le responsable ou bien le manager du programme d'audit, il a, soi-disant, c'est pas uniquement, c'est pas la première année, c'est-à-dire c'est pas la première année de faire le programme, c'est-à-dire qu'il a déjà réalisé des programmes d'audit pour les années passées et il a un certain retour sur les résultats des audits précédents et sur la base des résultats, il va prendre en considération les dysfonctionnements rencontrés, remontés par les auditeurs pour assurer des objectifs et pour définir des objectifs pour l'exercice suivant. C'est-à-dire, je fais une évaluation, une revue de l'ensemble des résultats des audits passés et je veux dire maintenant, avec ces résultats, avec ces constats des auditeurs, quel est l'objectif principal? Est-ce que ça concerne la maintenance? Est-ce que ça concerne les achats? Est-ce que ça concerne la réalisation? Est-ce que l'objectif va être orienté vers l'optimisation? Est-ce que l'objectif va être orienté vers les besoins attendus des parties intéressées? Et là, ça permet d'assurer une continuité et ça permet aussi au manager du programme d'audit de fixer des objectifs qui sont pertinents. Et là, c'est essentiel. Un objectif pertinent, ça donne de la valeur à votre travail. Et un objectif non pertinent, c'est la déception pour l'auditeur et pour l'audité. Et là, c'est toutes les compétences du manager du programme d'audit qui doivent être mises en œuvre pour définir des objectifs vers l'amélioration. Alors maintenant, on va parler des risques. Et bien sûr, la norme ISO 31000, c'est la norme de management de risque. Donc, à chaque objectif, il y a un ou plusieurs risques. Et la définition de risque, c'est l'effet d'incertitude sur l'atteinte d'un objectif. Effectivement, maintenant, pour le management d'un programme d'audit, il y a un certain nombre de risques que nous devons prendre en considération. Alors, des risques peuvent associer aux éléments suivants. La planification. Comment ça? Vous avez planifié, par exemple, un audit pendant le mois de juillet et vous savez très bien que pendant le mois de juillet, la plupart des personnes sont en congé. Ou bien vous avez planifié l'audit
un mois de décembre, et vous connaissez très bien qu'au mois de décembre, il n'y a aucune activité. Donc, vous n'allez pas trouver l'activité opérationnelle pour pouvoir l'évaluer. La planification en fonction de la disponibilité de l'auditeur et de l'audité. Vous faites une planification, vous avez des auditeurs, vous avez par exemple un seul auditeur qui peut faire cette mission d'audit, et le problème, c'est que vous n'avez pas pris en considération la disponibilité de l'auditeur ou bien la disponibilité de l'audité. Alors ça, ce sont des éléments essentiels. Les risques liés aux ressources. Vous avez à mettre en place à la disposition de l'auditeur un certain nombre de ressources pour réaliser la mission d'audit. Donc, si vous ne prenez pas en considération l'ensemble des ressources nécessaires, donc l'auditeur ne sera pas en mesure de réaliser sa mission et ça va provoquer un dysfonctionnement de votre programme. Un risque lié à la constitution de l'équipe d'audit. Et oui, si vous avez une équipe d'audit qui n'ont pas des compétences complémentaires pour assurer, couvrir l'ensemble des activités de l'audit, alors là, vous serez à côté. Si vous faites constituer une équipe d'audit qui, entre auditeurs, il n'y a pas une entente, une collaboration, il y a des conflits, alors là, la mission il sera aussi pas réussie. Vous missionnez et constituez une équipe d'audit et vous désignez un RA, et le RA n'a pas les compétences pour gérer l'équipe, alors ça, c'est aussi un problème. Les différences parfois linguistiques, parfois culturelles avec les membres d'audit, ça c'est aussi important. Les risques liés à la communication. Et les risques liés à la communication, ce sont des risques liés à la communication entre le manager du programme d'audit et les audités. D'une part, pardon, entre les managers d'audit et les auditeurs, d'une part, et la communication entre auditeurs et audités, d'autre part, et la communication entre le manager d'audit, du programme d'audit, et les audités, d'autre part. Donc, nous avons 3 liens de communication. Communication entre manager du programme avec ses auditeurs qui va missionner. Si la communication ne passe pas, donc il va y avoir des problèmes de réalisation de l'audit. La communication entre l'auditeur et l'audité, si ça ne passe pas, ça peut y avoir des audits loupés ou non réalisés. Et la communication entre l'audité et le manager du programme d'audit pour l'évaluation des auditeurs et pour l'amélioration continue et pour le suivi de réalisation des constats. Ça, c'est aussi un élément essentiel. La mise en œuvre. Eh bien, la mise en œuvre, il y a beaucoup de risques qui sont liés à la mise en œuvre. La mise en œuvre, ce sont des difficultés opérationnelles qui peuvent parfois demander l'absence de l'audité. La mise en œuvre par rapport à l'accès à certaines zones, par exemple des conditions de sécurité ou de sûreté, l'impose. La mise en œuvre par rapport aux relations de communication entre auditeurs et audités. La mise en œuvre dans la recherche des preuves, les risques liés à certains comportements de l'audité, c'est-à-dire un audité qui cherche à cacher la réalité, les risques liés au comportement de l'auditeur et de l'audité, un auditeur parfois qui se croit supérieur, un auditeur qui parfois qui se croit le maître, un auditeur qui parfois se croit qu'il sait tout, ça aussi c'est un risque. L'audité qui essaie parfois de dire oui à toutes les questions et parfois non à toutes les questions, et parfois quelqu'un qui peut être le rusé, c'est-à-dire il veut dire que j'ai fait balancer l'auditeur, il cache la réalité. Ce sont des problèmes. Il y a le problème des auditeurs, des audités qui fuient la mission d'audit. C'est-à-dire à chaque fois, je vais passer un appel, à chaque fois, on vient le rappeler pour des trucs banals. Et là, ce sont des problèmes, ce sont des risques. Il faut savoir gérer. Et là, c'est toute la mission entre le manager du programme d'audit et les auditeurs. Alors, pardon, les principes, nous avons vu qu'il y a un certain nombre de principes et surtout la partie professionnalisme, partie objectivité, impartialité, mais aussi parfois la mise en œuvre, il faut savoir comment faire parler, savoir comment chercher la preuve, savoir comment faire adhérer l'audité à votre mission d'audit, savoir comment faire
que l'audité soit un élément, soi-disant, qui est impliqué, qui est favorable à la mission, qui vous aide à chercher la conformité et vous facilite la tâche. Et c'est ça la mission d'audit. Pourquoi? Parfois vous avez le même objectif. En tant qu'auditeur et audité, vous avez arrivé à contribuer à l'atteinte de l'objectif, à réussir la mission d'audit. Il y a aussi les risques liés à la maîtrise des informations documentées. Alors parfois, l'auditeur ne note pas les références des informations documentées qui sont des preuves de conformité ou bien des preuves de non-conformité. Alors ça, c'est un risque. Il y a le risque de perte des informations documentées. Par exemple, un auditeur qui demande un certain nombre d'informations documentées de l'audité, et l'audité lui met à la disposition des documents originaux, et l'auditeur, il perd parfois des documents chez un autre audité ou dans un autre document ou n'importe où. Alors là, c'est aussi un important. La maîtrise des informations documentées par rapport à l'utilisation des documents en vigueur pour les fiches de constat et pour les fiches de rapport d'audit. Donc, c'est aussi un élément important. La maîtrise des informations documentées par rapport à la communication des documents, des enregistrements. Ça, c'est aussi, ce sont des risques qui sont importants. Il y a parfois pas mal dans des missions d'audit interne qu'on trouve que l'audit a été effectivement réalisé, le rapport effectivement a été établi, mais on n'arrive pas à trouver le rapport. Il y a les risques liés à la surveillance, la revue et l'amélioration des programmes d'audit. C'est-à-dire, on établit un programme d'audit, on le lance au début du cycle et on ne fait pas de surveillance. C'est-à-dire, on ne sait pas est-ce que les audits se réalisent conformément à la planification. Et en fin de compte, après 6 mois, ou bien jusqu'à ce que l'audit de certification s'approche, et on commence à se préparer pour l'audit de certification, comme ça se passe dans la plupart des organismes, et à ce moment-là, on commence à découvrir que certains audits n'ont pas été réalisés. Et c'est trop tard. Alors, comment faire pour refaire la planification, pour les réaliser? Et on commence à courir à tort et à travers. La revue et l'amélioration des programmes d'audit. Parfois, on fait les audits, mais on ne fait pas de revue. Ça veut dire quoi la revue? Revoir les objectifs, revoir les ressources, revoir les critères de sélection des auditeurs, revoir la planification pour assurer quoi? L'amélioration. Et ce sont là la PDCA pour uniquement le programme d'audit. Il y a des risques liés à la disponibilité et à la coopération de l'audité et à la disponibilité des preuves à échantillonner. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire, lorsque vous avez un audité qui n'est pas disponible, ça, c'est un problème de planification ou un problème d'engagement. Comment? Parfois, le manager du programme d'audit, il élabore son programme et établit sa planification sans tenir compte, sans discuter avec l'audité, pour un petit peu voir la disponibilité. Alors là, c'est un problème du manager du programme d'audit. Soit c'est l'audité qui a présenté le créneau pour la réalisation de l'audit, mais lorsque l'audit s'est approché, il y a un événement au niveau de l'organisme ou un événement personnel qui a causé son indisponibilité. Et alors à ce moment-là, il faut savoir gérer, il faut savoir réadapter le programme d'audit, la planification d'audit, lorsque on s'approche de la date effective de réalisation. Et ça, c'est l'objectif qui est nécessaire, c'est le risque lié à la surveillance ou au manque de surveillance. Le risque lié à la coopération de l'audité, ça c'est important. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque on passe une mission d'audit et on est devant un auditeur qui cherche que la non-conformité, alors l'audité, il va se trouver en position de défense. La position de défense, ça veut dire il va essayer de ne pas coopérer avec l'auditeur. Et s'il ne coopère pas avec l'auditeur, la mission d'audit, elle est perdue et l'objectif ne peut plus être atteint. Et parfois même, il y a un risque de conflit entre auditeur et audité.
si jamais l'auditeur n'a pas les compétences pour gérer les conflits et pour ne pas initier un conflit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la capacité d'absorber les réactions parfois négatives de l'audité et il faut savoir faire adhérer l'audité à l'audit. Si il y a un problème, donc l'auditeur, il doit informer immédiatement le manager du programme d'audit, comme quoi il y a un refus de coopération, un refus de collaboration qui est présenté par l'audité. Alors, ce sont des risques. Si on les analyse de façon globale, tout ça, ça peut se résumer en deux mots. Compétence du manager du programme d'audit et compétence de l'auditeur. Deux éléments essentiels. Alors, si on fait très bien la planification et on met à disposition les ressources et on sait comment constituer l'équipe et on sait comment communiquer avec l'équipe et comment la mise en œuvre, comment gérer les informations documentées, comment surveiller, comment revoir, comment améliorer, comment assurer la disponibilité et la collaboration, alors les risques ils seront maîtrisés. Les risques ils seront maîtrisés. Et ça, c'est les compétences du manager d'une part et les compétences de l'auditeur. C'est la raison pour laquelle que, nous allons voir un petit peu dans le prochain week-end quelles sont les techniques d'audit et quelles sont les compétences et les comportements, les attitudes de l'auditeur face à certaines spécificités des audités. Et on trouve des audités qui ne sont pas là, des audités qui ne veulent pas collaborer, des auditeurs qui sont parfois, qui ont peur d'avoir des constats, surtout pour les auditeurs qui viennent de commencer. Alors, pour titre d'exemple, je vous donne par exemple un cas concret qui a été survenu moi-même. Donc, j'étais dans une mission d'audit, je partage avec vous un petit peu l'expérience, une mission d'audit dans une société de mines, et j'avais à auditer la fonction médecine de travail. Et dans la fonction médecine de travail, j'ai évalué un petit peu, j'ai revu les documents internes de l'entreprise, et il y a une partie où on met en place les produits pharmaceutiques de première nécessité. Très bien. Alors, ces produits pharmaceutiques de première nécessité, ils doivent être conservés dans des conditions de température bien spécifiées. Très bien. Certains, ils doivent être dans un réfrigérateur et d'autres dans un milieu avec une température inférieure à 25 degrés. Ça, c'est défini par l'organisme, leur procédure. Alors, j'étais devant un auditier qui est un médecin de travail qui vient d'intégrer l'entreprise, il vient de commencer. Et lorsque nous avons commencé à faire l'audit, j'ai dit que est-ce possible, s'il vous plaît, que j'aille visiter là où vous stockez les produits pharmaceutiques. Il a dit très bien. Donc, nous sommes entrés dans une salle qui est dédiée au stockage des produits pharmaceutiques et nous avons trouvé que le réfrigérateur, il est hors service. Il ne fonctionne pas. Et à l'intérieur, il y a des médicaments et ces médicaments doivent être conservés à une température inférieure ou égale à 8 degrés. Alors, j'ai dit, comment vous assurer que ces médicaments sont toujours conformes et sont toujours, conformes par rapport à l'utilisation. La salle est équipée d'un climatiseur. Et le climatiseur, normalement, dans les procédures internes, il doit être réglé à une température de 25 degrés. Très bien. Le climatiseur, il est hors service. La température ambiante, il est environ de 40 degrés. C'est dans le sud du Maroc. Alors, j'ai commencé à demander des explications par rapport au risque d'utilisation de ces produits pharmaceutiques par une personne de l'organisme, sachant que les conditions de stockage ne sont pas conformes. Alors, il peut y avoir un risque de toxicité par rapport à l'utilisateur. J'ai commencé à discuter avec le médecin de travail et malheureusement, le médecin de travail s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne veut pas qu'il y ait des constats, des non-conformités par rapport à son activité. Alors, j'essaie de lui faire comprendre que la mission, ce n'est pas de vous incriminer, la mission, ce n'est pas de chercher, la mission, c'est d'améliorer. J'ai dit que ce que nous allons émettre en tant que constat, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour vous et votre organisme pour lancer des actions rapides, telles que l'achat d'un réfrigérateur qui ne coûte plus rien
par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'organisme, l'achat d'un climatiseur ou deux climatiseurs même, si on veut dire un en stand-by et un en service, pour assurer la conformité du stockage, et aussi les salles, les fenêtres au niveau de la salle qui n'ont pas qui ne peuvent pas être fermées. C'est-à-dire, même si on fait utiliser un climatiseur, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a un échange d'air avec l'extérieur. Et là, ce sont des questions qui s'étaient posées, qui s'étaient discutées. Et malheureusement, que le médecin a réagi d'une façon violente, d'une façon impolie, mais j'ai pu et j'ai su comment garder mon sang-froid. J'ai dit, voilà, ce sont des constats. Il y avait l'infirmier major qui était avec nous, et ce sont des constats qui sont réels. J'ai dit, indépendamment de ce que vous présentez comme, disons, c'est des réponses pour dire que ce n'est pas sa responsabilité, j'ai présenté dans la réunion de clôture les constats, les faits tels qu'ils sont. Et le problème, ce n'est pas le problème, mais la bonne chose, c'est que la direction, elle est déjà au courant, comme quoi il y a un dysfonctionnement au niveau que le réfrigérateur ne fonctionne pas et que le climatiseur est hors service, 200 hors service, et que le responsable achat il est déjà avisé, et qu'il y a un achat déjà en cours, et que le problème, c'est que le médecin de travail n'est pas au courant de tout ça. Donc, au moins, il avait à demander si jamais il y a des actions qui ont été déjà programmées. Et là, on revient au problème de communication interne entre les pilotes des processus au niveau d'un organisme. Alors ça, c'est un cas, et les cas sont énormes, énormes, énormes. Mais, comme on dit toujours, il faut toujours prendre en considération le risque. Et le risque, c'est pour l'auditeur, c'est l'ensemble des risques qui peuvent entraver la réalisation de sa mission d'audit. Ça veut dire qu'il faut continuer son audit, il faut terminer son audit et il faut arriver à l'objectif qui a été défini pour son audit. Bien. Maintenant, on est devant les opportunités. On ne peut jamais parler de risques sans parler d'opportunités. Alors, détermination et évaluation des risques et des opportunités du programme d'audit. Maintenant, les opportunités d'amélioration du programme d'audit peuvent comprendre la possibilité de réaliser plusieurs audits en une seule visite. Oui, effectivement. Par exemple, vous avez un auditeur interne spécialisé dans le métier achat, dans l'audit des processus achat, et il peut aussi faire l'audit du processus, par exemple, maintenance. Quand on veut le missionner pour une mission d'audit dans un site qui est un peu éloigné, alors au lieu de faire deux audits qui sont décalés dans le temps, il vaut mieux faire des audits qui sont liés. C'est-à-dire, il fait le premier audit dans le site, pour, par exemple, le processus achat, et il continue un deuxième audit pour la partie maintenance, et après, il revient à son travail. C'est-à-dire, il va faire des déplacements, il va utiliser des ressources, donc pourquoi ne pas réaliser plusieurs audits en une seule visite? Ça, c'est important. La réduction du temps et des distances pour se rendre sur le site. Ça, c'est aussi important. Par exemple, vous avez à auditer plusieurs sites dans le Maroc. Par exemple, un site sur Casa, un site sur Mohammedia, un site sur Rabat, un site sur Tanger. Si vous faites des audits, parfois qui sont séparés dans le temps, donc vous allez faire des allers-retours. Vous allez à Mohammedia et retourner à Casa. Vous allez de Casa à Rabat et vous allez retourner à Rabat, à Casa. Vous allez faire après le site de Tanger et vous allez retourner à Tanger, à Rabat, à Casablanca. Ça, ce sont des va-et-vient et ce sont des pertes de temps et des distances. Et de ce fait aussi, on peut faire une programmation en faisant un audit sur Mohammedia, après l'audit sur Rabat, après l'audit sur Tanger et le retour. Donc, c'est une réduction de temps, une réduction des distances parcourues et une réduction des ressources. Aussi, une opportunité, la concordance entre le niveau de compétence de l'équipe d'audit et le niveau de compétence requis pour atteindre les objectifs de l'audit. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que pour un audit spécifique qui demande un niveau de compétence élevé, je dois mettre à la disposition des compétences de l'équipe d'audit qui sont élevées pour pouvoir atteindre l'objectif. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité pour moi de missionner des seniors pour chercher l'amélioration. Donc, on n'est pas dans la phase de conformité, mais on cherche l'amélioration de ces seniors qu'à travers les discussions peuvent donner à l'audité plusieurs pistes d'amélioration. Il y a aussi comme opportunité l'alignement des dates d'audit avec la disponibilité du personnel clé de l'audité. Ça, c'est aussi une opportunité. Par exemple, vous avez à auditer un processus donné, ou bien un site donné, ou bien une fonction donnée, et vous savez très bien que certaines périodes de l'année, il y a un problème de disponibilité du personnel. C'est-à-dire, dans l'alignement des dates, dans la planification, c'est une opportunité de choisir les dates où une personne clé de l'audité soit disponible. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui vont vous donner des réponses assez claires et assez correctes et assez réalistes que d'autres personnes que vous allez rencontrer dans l'organisme. Alors, ce sont des opportunités et bien sûr, il y a plein d'autres opportunités qu'on peut évoquer et l'essentiel, c'est que chercher toujours derrière un audit, chercher une amélioration. Donc, il faut éviter de partir en mission d'audit avec en tête de chercher les non-conformités, de chercher l'écart, comme ce qui a été dans une période des années 2000, que le meilleur auditeur, c'est celui qui ramène le meilleur non-conformité et il commence à balayer tort à travers pour chercher des non-conformités et parfois il considère des situations conformes en situations non conformes. En fin de compte, il ne va pas donner à l'audité des pistes d'amélioration et ça, ce n'est pas un audit qui est un audit constructif, qui est un audit qui vise l'amélioration.